Bon, je vais passer très rapidement pour parler au nom du maître d'ouvrage. En fait, ça ressemble un petit peu à l'hôtel du département, mais beaucoup plus petit. En fait, c'est une pompe à chaleur qui fait du chaud et du froid sur un réseau chaud et froid qui court devant les bâtiments et qui chauffe 4 ou 5 bâtiments. Voilà. En fait, on voit les bâtiments en fait. Vous pouvez passer, il y a 3500 mètres de bâtiments sur 4 hectares. Il y a une piste, c'est là où ils font les conditions d'essai des pilotes. Tous les pilotes se forment là-bas, quoi. On peut passer. Donc pour vous donner un petit peu les calendriers, ils ont mis grosso modo 2 ans. Mais à partir du moment de novembre 2016, quand l'attribution du marché a été faite, donc ça a pris 1 an et à peu près 1 an pour faire l'étude. C'est pas des très gros bâtiments, hein. Pour faire l'étude, donc c'est pas très très long non plus. À partir de novembre 2017, février, 3 mois après, c'était un service. Donc ça va très vite, hein. C'était pas des très gros travaux, et ça s'inscrivait dans le plan de rénovation des bâtiments. Il n'y avait pas que la géothermie à faire. Voilà, là aussi c'est un crème, hein. C'est-à-dire qu'en fait, conception, réalisation, maintenance, avec de l'engagement sur les consommations et avec des formules qui fait que si on n'atteint pas les consommations, enfin les réductions escomptées, ben on rembourse le client. Ouais. Ça va revenir de plus en plus, hein. A contrario, si on est mieux, le client ne paye pas. On peut passer. Donc voilà le petit réseau de chaleur et froid. En fait, c'est un réseau 4 tubes qui court devant chaque bâtiment. Et en fait, chaque bâtiment a une petite sous-station avec des pompes de circulation. Alors là, on est complètement en dehors de la géothermie. C'est un réseau de chaleur. On aurait pu y mettre d'autres énergies qui chauffaient ce réseau. Comme il y avait la composante de froid, mais évidemment, la géothermie, tout d'un coup, avec le maître d'ouvrage, s'est posée. Voilà. Donc, comment faire le froid et le chaud? Donc on a quoi sur site? On a une pompe à chaleur de 80 kW, il y a une chaudière gaz de 180 kg en production et secours et à point. Donc c'était le choix qui a été fait par le BE. Cette sonde de 180 mètres de profondeur et un groupe de froid en production et secours. On voit qu'il y a 231 mégas par an en besoin, 78 en froid, donc on voit qu'il y a beaucoup plus de chaud à faire que de froid sur l'ensemble du bâtiment. Donc si on continue, bon, juste l'emplacement, là les 7 sondes n'ont posé aucun problème au niveau cadastral, parce qu'en fait 7 sondes sur un terrain, sur un bâtiment qui en fait sur plusieurs bâtiments, on les voit pas, quoi. Donc, et d'ailleurs vous verrez au département, en fait on les voit pas non plus. Vous visitez le parking en fait pour voir les sondes géothermiques. Donc on voit des voitures. Là c'est pareil. Voilà une chaufferie voilà, digne d'un installateur qui fait de l'installation normale. On reste dans de l'installation de génie de chauffagiste, hein. Ça reste du tube, des circulations, simplement on enlève le mot chaudière, on met une pompe à chaleur, hein. N'importe quel entre guillemets chauffagiste c'est faire ça, hein. Attendez, revenez un peu. Donc voilà, alors juste le dernier slide, hein, parce qu'il fallait très vite, hein. Là le client il est dans la même démarche que l'hôtel du département en fait. Il parle en coût complet d'installation, avec investissement compris. Et là dans les chiffres, 80 € du mégawattheure en chaud et 65 € du mégawattheure en froid, c'est tout compris, P1, P2, P3. C'est là où ça commence à faire mal aussi, c'est-à-dire que lui il rembourse son installation, le taux de couverture de la PAC qui, je vous rappelle, fait 80 kW, avec une chaudière d'appoint de 160 kW, le taux de couverture de la PAC il est de 95%, donc en fait la chaudière tourne quelques heures dans l'année. Tout l'intérêt aussi de réduire le CAPEX, donc les retours sur investissement pour le client en coût complet qui sont inférieurs, c'est 8 ans chez eux. En 8 ans, ils ont tout remboursé. Avec la même méthode de calcul que l'hôtel du département. Ils ne sont pas venus comparer s'ils avaient, parce que c'est évidemment s'ils avaient comparé avec une chaudière gaz à côté et un groupe de froid, le retour d'investissement il n'était pas de 8 ans, il était peut-être de 3 ans ou de 4 ans. Enfin, là on parle en coût complet avec le P1, P2, P3 et là du coup ça change la donne. On voit bien que les méthodes de calcul changent un petit peu aussi. Parce qu'on est en crème aussi encore. Voilà. Alors on va passer à quelque chose de moins classique ou de moins courant, puisque c'est l'étude de sol. On a donc ASH Ingénierie, monsieur qui va venir présenter avec monsieur Brandt Forage. Donc ça c'est assez exceptionnel. On a un foreur qui est en voie de qualification, qualiforage. Et donc c'est intéressant parce qu'il va présenter quelque chose de différent. C'est la géothermie sur nappe.
Et va donner un exemple, la mairie de Bellegarde. Moi, je suis donc du bureau d'études ASH Ingénierie, donc nous, on est plutôt dans ce cadre de présentation, c'est plutôt la partie hydrogéologie qu'on va mettre en avant. Parce que dans les projets de géothermie, il y a eu beaucoup on a beaucoup parlé des sondes géothermiques. Après, il y a d'autres types de géothermie. Alors, en particulier, notre spécialité, c'est pas spécialement les eaux déjà chaudes, on va dire des géothermies haute température. Ça met plutôt de faible profondeur comparé aux eaux chaudes et à l'aspect donc bureau d'études. Qu'est-ce que doit faire le maître d'ouvrage quand il se pose la question, voire même au stade de la consultation du projet, du concours de projet. Nous, on est consulté déjà à ce stade-là pour savoir si on peut faire donc une géothermie eau-eau, c'est-à-dire on pompe de l'eau dans une nappe à faible profondeur et pour la rejeter dans la même nappe pour avoir un équilibre au niveau quantitatif. Donc je voulais faire un petit aspect pour les maîtres d'ouvrage voilà tout l'aspect administratif que peut faire on s'occupe d'un bureau d'études. Donc vous avez la partie code minier, voilà. Donc dès qu'on fait un forage, c'était pour rappeler qu'il faut faire des déclarations auprès des administrations. Donc en particulier l'Adréal, c'est dès qu'on fera un trou de plus de 10 mètres. Et la mairie également. Après, je passe un petit peu, j'ai mis ça pour parce que sur la présentation, il y avait il me semble qu'il y a des serres, etc., sur des températures un peu plus importantes. Mais j'ai pas prévu spécialement de cas de bâtiments chauffés à l'eau chaude dans la présentation. Alors voilà, après ça c'est pareil, tout l'aspect des DTM, police de l'eau, qui est là pour surveiller que le projet d'une géothermie sur nappe se fait correctement en termes de débit pompé et restitué. Donc les seuils de déclaration, d'autorisation, on va dire qu'une PAC sur nappe au haut, on est dans des volumes qui sont plutôt soumis à déclaration quand il s'agit d'un bâtiment. La Bellegarde, c'était un centre médical, donc ça fait, je sais pas, à peu près 1000 mètres carrés, ou des gros bâtiments, on va dire. Voilà, on arrive dans des déclarations administratives qui sont c'est toujours un peu fastidieux, mais ça reste plutôt simple. Et pareil au niveau de la réinjection, voilà, en fonction des volumes, vous avez une réglementation différente. Sachant que voilà, avant d'arriver à un taux d'autorisation, c'est quand même de très très gros bâtiments. Voilà, donc ça j'ai voulu vous présenter rapidement donc les différents types de géothermie parce qu'on a beaucoup parlé des sondes. Donc c'est sondages dans le sol où on injecte donc l'eau, elle vient. L'eau, elle est directement dans les tubes, effectivement, comme la géothermie sur sonde, mais plutôt à l'horizontale. Et nous, on va plutôt vous parler, l'idée c'est de vous parler sur nappe, donc vous avez un aquifère à faible profondeur, parce que plus c'est profond, plus la pompe va consommer d'énergie pour pouvoir ramener de l'eau. Donc plus l'eau est profonde et plus les rendements sont faibles. Après cette situation-là, pomper dans la nappe, rejeter dans une rivière, c'est interdit. Voilà, c'est plutôt les de toute façon. Donc l'IALT quand même, j'ai pas trouvé c'était pour avoir un exemple de tout ce qui pourrait exister, mais c'est vrai que celle-là j'aurais pu l'effacer sur la diapo. Voilà. Donc concrètement, voilà à quoi ça ressemble. On a un forage de pompage qui lui va utiliser le fait que la nappe d'eau souterraine, on va dire, a une température comprise entre autour de 15 degrés et à une profondeur, on va dire, de à peu près 30 mètres de profondeur. L'eau a une température assez stable et n'est pas soumise on trouve plus faiblement à la température extérieure. Et l'eau est rejetée, donc là ça peut faire du chaud, puisqu'on va prendre les calories de l'eau, les rejeter à une eau plus froide. Donc là où nous on intervient déjà, c'est pour savoir en amont s'il y a de l'eau. Donc l'idée c'est au stade du concours de dire avant de proposer ça au maître d'ouvrage, est-ce que on va avoir de l'eau ou pas à faible profondeur. On entend bien. Voilà. Vous pensez qu'on m'entend mieux, oui. Oui.
Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc déjà, savoir s'il y a de l'eau, et alors faire une pré-étude hydrogéologique, c'est-à-dire savoir si l'aquifère est connu, quel débit on peut attendre de cette nappe-là. Et pour pouvoir déjà voir la faisabilité du projet. Voilà. Ensuite, quand on est phase suivante, c'est quand on est plutôt en phase réalisation de forage. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu les études que l'on mène pour voir un petit peu la faisabilité. On fait un premier forage de reconnaissance dans lequel on va pomper. Alors le pompage se fait à un débit supérieur à celui qui est demandé. Par exemple, là, dans le cadre de ce projet-là sur Bellegarde, donc une maison médicale, le débit était de l'ordre de 5 mètres cubes à l'heure, donc c'est pas, on va dire, là c'est dans le Gard, mais si vous voulez, c'est des nappes qu'on va retrouver sur, par exemple, dans l'Hérault, c'est autour de Moguio, dans la plaine de Moguio-Lunel. Donc l'idée, c'est de démontrer que la nappe va pouvoir fournir le débit. On pompe 2 à 3 fois plus que le débit demandé pour optimiser la pompe et la profondeur de la pompe. Et on va regarder l'évolution du niveau de la nappe. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, quand ça fonctionne bien, au bout d'un certain temps, on va dire, on a le niveau de l'eau qui est stabilisé, c'est-à-dire que quand on pompe, il y a le niveau de la nappe est stable. Donc ça veut dire que sur le long terme, après, ce qui va changer, ça va être la durée de pompage, mais bon, dans ce cas-là, par exemple, ça correspond peut-être à une journée de pompage, sachant qu'une PAC, ça s'allume et ça s'éteint assez comme votre clim dans une maison, quoi. C'est-à-dire, ça va pomper entre 2 et 5 mètres cubes heure pour un bâtiment, et ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Donc, on a cet effet répété dans la journée qui fait que le niveau de l'eau monte et descend. Donc nous, pour montrer l'impact sur le long terme, c'est on va pomper longtemps, voir si le niveau se stabilise pour garantir derrière à l'installateur un volume et un niveau de nappe pour qu'il puisse installer la pompe à la bonne profondeur. Et quand on arrête le pompage, vous avez le niveau de l'eau qui remonte. Tout ça, c'est pour juste avoir pour la culture, voilà un petit peu le niveau de l'eau remonte tout doucement, très rapidement au départ et un peu plus doucement. Donc ça, c'est un cas de figure, on va dire très favorable à la mise en place d'une pompe à chaleur sur nappe. Voilà, techniquement, donc le bureau d'études, il est là pour garantir sur le long terme. Donc nous, par exemple, on a au même titre que les bâtiments une assurance décennale là-dessus, c'est-à-dire qu'on va garantir que le débit est là sur une dizaine d'années. Voilà. Au même titre que les artisans qui bossent sur un bâtiment. Voilà. Voilà, c'était pour vous présenter au final. Bon, vous avez le bâtiment qui est au centre de la parcelle. Et l'idée aussi du pompage, c'est de déterminer la distance entre les deux, justement entre les deux forages. Le forage de pompage et le forage d'injection, il y a 2 paramètres qui sont importants. C'est le rayon. Quand on pompe, on fait descendre le niveau de la nappe sur un rayon plus ou moins important. Et quand on va réinjecter, après la problématique, donc c'est de pas non plus faire baisser trop le niveau de la nappe, et ça va être la température. L'idée, c'est comme on va rejeter souvent plus froid, c'est pour éviter que il y ait une contamination, on va dire d'eau par exemple trop froide, qui vienne perturber les rendements de la PAC. Donc les calculs du bureau d'études vont permettre de déterminer la distance minimum entre les deux. Parce que si vous mettez 2 forages trop près, vous allez pomper une eau à 12 degrés, vous allez rejeter à côté à 7, et ben peu de temps, ça va, en fonction de la nappe, vous allez avoir votre eau de pompage qui va passer à 7 degrés, et du coup les rendements de la PAC vont être modifiés, vont être surtout moins bons. Voilà, donc c'est surtout cet aspect-là pour nous, bureau d'études, dans lequel on intervient pour l'espacement et l'installation de la pompe à chaleur. Voilà. Après, je crois que j'ai mis des photos de réalisation, on va dire, en cours. Sur la diapo suivante, c'est plus des photos en cours sur le site pour montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc, oui, voilà. Donc ça, c'est un camion de forage, donc ça c'est plus l'aspect technique. Voilà, donc à quoi ça ressemble un forage pendant la réalisation. Vous avez donc
Là, ça, c'est toute la partie moteur, et le forage se situe plus exactement ici. Voilà, donc en partie travaux, c'est un petit, ouais, c'est pas, ça fait un petit peu de mouvement sur le terrain. Voilà. Après, ça, c'est quand on a de l'eau. Donc on a une partie nettoyage du forage pour que l'eau soit propre et le forage soit utilisable. Donc vous forez, vous avez de l'eau, c'est tubé, et il y a une partie ce qu'on appelle développement. Donc c'est un petit peu, voilà, le plus, pas impressionnant, mais ça fait toujours, voilà, ça c'est très mystique, on va dire, l'eau qui sort de l'eau. Et au final, quand le forage est en place, vous avez, ça c'est tout ce qui est l'aspect réglementaire, on va dire, une dalle plus une buse pour protéger la tête de forage. Donc voilà, vous avez le tube acier qui sort avec un tubage à l'intérieur qui est crépiné, et une protection, alors en général étanche, et le réseau de distribution qui va vers la pompe à chaleur. Voilà. Avez-vous des questions sur ce sujet? C'est un petit peu différent de ce qu'on avait présenté avant. Vous pouvez poser aux foreurs aussi. Oui. Oui, juste une petite question. Avec le réchauffement climatique et l'évolution des nappes phréatiques, que se passe-t-il si la nappe phréatique baisse de débit? Alors c'est une question un peu récurrente. Effectivement, est-ce qu'un jour j'aurai plus d'eau dans mon forage? C'est un petit peu l'idée de la courbe que je vous ai montrée. C'est de mesurer en fonction de votre besoin, c'est-à-dire vous avez besoin pour votre alimentation de cubes à l'heure. On est là pour vous. Alors, il y a deux aspects. Quand vous faites votre forage, vous avez la profondeur du trou, je vais dire une bêtise, 50 mètres, et vous avez un niveau de nappe qui va être peut-être à 20 mètres de profondeur. Et l'idée, c'est de savoir quand on pompe, si ça descend de 20 mètres jusqu'à 30 mètres, vous avez encore une marge importante d'eau en dessous, avant que votre forage soit sec. Donc l'idée, c'est pas de vous mettre la pompe, par exemple, à 30 mètres, parce que ça va sécher. En fait, il y a la position de la pompe et le niveau de la nappe. C'est deux choses qu'il faut prendre en compte. Quand vous pompez, le niveau de la nappe descend. Donc ça, c'est pour la position de la pompe. C'est l'effet hydrodynamique, on va dire. Voilà. Donc vous avez cet aspect-là, et le côté la nappe qui sèche, elle est vue pendant le pompage. C'est-à-dire qu'en fonction de la courbe qu'on va obtenir, on va pouvoir, pour faire une image, on va pouvoir déterminer si vous pompez dans quelque chose qui est très bien alimenté, une nappe qui a une bonne production, ou alors quelque chose comme une baignoire, c'est-à-dire vous pompez, mais quand vous allez arrêter votre pompage, vous avez pas de, vous avez perdu une quantité d'eau qui n'est pas renouvelée, et donc c'est là où on va dire que soit le projet n'est pas possible, ou alors si la recharge est très faible, soit limiter, soit faire, voilà, soit en tout cas c'est oui ou non sur le projet, puisque soit il y a le besoin, soit il y a le débit qui correspond au besoin, soit ça y est pas. Voilà, c'est plutôt oui ou non, quoi, voilà. Puisqu'on peut pas faire moins que ce que va demander la PAC. Merci. Une petite question au niveau toujours j'ai la même question au niveau du coût par rapport justement à la géothermie sèche, et une question du coup qui va se poser: est-ce que vous êtes rencontré à ce problème dans la géothermie sèche, justement, de traverser des nappes ou de tomber sur des nappes, et du coup qu'est-ce qui se passe? Non, on sait. Alors, question du coût d'abord. Sur traverser une nappe avec une sonde sèche, c'est quasiment toutes les sondes à travers des nappes plus ou moins actives. Des fois c'est très léger, des fois c'est des veines, c'est même pas des nappes, c'est des veines. Mais c'est rare qu'il n'y ait pas d'eau dans un forage. Oui, alors il y a un coût d'étude aussi, donc après qui est variable selon les besoins, ça c'est cet aspect-là. Après vous avez un coût préalable d'étude de recherche, on va dire avant projet, pendant le projet, et j'allais dire post-projet sur la capacité, et tout ça c'est la partie administrative. Donc une étude sur un petit bâtiment, il faut compter peut-être, voilà, nous en termes de budget maximum, voilà, c'est de l'ordre de 10 000 euros, voilà, par exemple pour un bâtiment comme le centre de Bellegarde. Après l'aspect forage, je vais laisser mon collègue répondre. Donc
sur 2 forages sur nappe, là, des forages un peu profonds comme ça à 20 mètres, faut compter un budget de 20 000 euros à peu près. Avec les essais par pompage, nous on est à 15 000 sur ce projet là, hors taxe, sur 2 forages sur nappe avec les essais par pompage. Là on est sur des débits relativement faibles. Là dans un mois on a un projet qui va se réaliser pour chauffer l'université d'Avignon. Sur un forage d'exploitation, bon là c'est des petits diamètres, donc c'est pour des pompes 4 pouces, pour chauffer des bâtiments un peu plus gros. Là on est sur des diamètres à peu près de 125, sur des gros bâtiments, on fait des forages en 273 ou 323, c'est des diamètres qui sont un peu plus conséquents. Donc sur un forage d'exploitation comme pour l'université d'Avignon, celui qu'on va faire, on est sur un budget, donc c'est pas énorme. Voilà. Là, on est sur des alluvions. La région Bellegarde, dans le Gard, là, on a un potentiel géothermique, parce que vous avez à peu près une trentaine de communes où vous avez l'ancienne ligne de la Vistringue, donc dans quasiment toutes les communes, vous faites à peine 20 mètres, vous avez des gros débits. Donc c'est comme sur la plaine dans l'Hérault de Moguio ou de Lunel, quoi. C'est vrai que c'est intéressant. Bon, nous on travaille pour les collectivités depuis 50 ans pour les recherches d'eau en eau potable. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop développé ça et c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a un gros potentiel géothermique. Vous avez sur Nîmes les alluvions. Vous avez sur toute la région d'Uzès, c'est ce qu'on appelle la Molance burdigalienne, c'est tout ce qui est la pierre du pont du Gard. Donc là-dedans, il y a des grosses ressources en eau. C'est pour ça que les Romains avaient fait le pont du Gard pour aller alimenter la ville de Nîmes. Voilà. Là, on a des captages sur la ville d'Uzès qu'on a fait. On sort une minute. Sur les captages de la ville d'Uzès, on a des débits tellement qu'il y a beaucoup d'eau. Les captages sont artésiens. Ils sortent 100 mètres cubes artésiens par forage. Donc c'est des très gros débits, quoi. Mais c'est vrai que dans le Gard et dans l'Hérault, il y a des gros potentiels géothermiques, quoi. Bon, c'est sûr qu'en Bretagne, dans le Gratien, il y a des endroits où c'est un peu moins propice, mais je pense qu'on a un beau potentiel, quoi. Il faut arriver à trouver des acteurs pour peut-être pour le développer, peut-être. Voilà. Voilà. Juste un petit complément sur l'aspect financier. Donc, je pense qu'il ne faut pas chercher à opposer forage sur nappe et forage sur sonde. On s'aperçoit qu'il y a des régions de France où c'est plutôt de la sonde, des régions de France où c'est plutôt de la nappe parce que ça dépend de la géologie. Après, en termes de coût de forage, les aides ADEME ne sont pas du tout les mêmes ratios quand c'est du forage sur nappe que sur sonde. Et on s'aperçoit que le coût de revient final pour le client est à peu près équivalent quand on est sur nappe et sur sonde. C'est-à-dire que il y a très peu d'aides, on va dire, dans beaucoup moins en tout cas. Voilà. Je suis pas sûr. Non, merci. Je suis pas sûr ça. Pas tout à fait. J'ai un client qui a racheté un domaine là, qui a racheté un domaine et qui va faire un hôtel étoilé. A priori, la CCI du Gard va financer 70% du projet. Enfin, l'ADEME va financer 70%. C'est pas tout. Voilà. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Les aides d'ADEME effectivement sont différentes, mais en fait, ce qui fait vraiment le choix, à un moment, s'il y a un choix à faire entre la géothermie sur sonde ou la géothermie sur nappe, déjà le premier, c'est savoir s'il y a la ressource en nappe. S'il n'y a pas de ressource en nappe, 20% du territoire il y a de la nappe. Oui, bien sûr. C'est des cartes de vous avez sur géothermie. Il y a l'Adrial, il y a le. Son métier. Voilà, il y a l'Adrial qui donne, et surtout il y a il y a un site que j'ai sur le web là. Perspective géothermie. Non. BRGM. Non. En fait, vous avez vraiment un site qui donne des points de forage d'eau, que de forage d'eau, pour savoir si il y a un faux terre. Mais il y en a encore un autre qui est encore mieux. J'essaierai de vous le donner par mail, qui est très très bien parce que vous pouvez le télécharger aussi sur application, et ça donne pas les forages de sonde, mais les forages de nappe, et ça donne tous les points qui ont été déclarés à l'Adrial. Par contre, le go-no-go qui va faire qu'à un moment on va dire on va plutôt basculer en nappe que plutôt basculer en sonde, c'est à un moment un effet d'échelle de puissance de PAC et de besoin. Parce que si vous avez la ressource, dans le cas où vous avez la ressource en eau, il faut pas se mentir, si on fait un chantier où il y a besoin de 80 mètres cubes, on est limite GMI, voire même au-dessus, et qu'on va chauffer 25 000 logements, où en fait il faudrait 10 000 sondes pour le faire, vous faites 3 forages en eau qui vont coûter 1 million d'euros, ça fait 3 millions d'euros. Vous pouvez mettre les sondes, on ne pourra jamais les mettre. Nous on a fait des projets où en fait on peut pas les mettre, et financièrement ça tient pas la route. Donc il y a un moment d'effet d'échelle qui va faire que des très 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 gros, si la ressource est là, il vaut mieux partir en nappe.
c'est vraiment un zéro économique là. Et ensuite, il y a quand on revient à un niveau normal entre guillemets pour une commune, des bâtiments communaux, des écoles, des trucs, tout ça. Là, effectivement, le ratio entre l'aéro et la géo, enfin la sonde gagne plus souvent parce que il n'y a pas d'entretien sur la sonde comparé à de la nappe. Il y a des effets comme il l'a dit, en fait, de distance entre les deux et les cônes de rabattement. On a plus de problèmes pour injecter l'eau que pour la retirer. Donc du coup, il y a ces problèmes-là suivant les régions. Donc il faut regarder. C'est pas si simple que ça. Mais dès qu'on explose un petit peu alors après, il y a des contextes qui font que si l'eau comme il a dit, si l'eau à 10 mètres, des fois, il n'y a pas de question à se poser. Hein. Le forage, il coûte pas cher. Donc et on ne change pas la qualité de l'eau. Merci. Merci beaucoup. C'est bon. Nous allons passer au cerf du Lot des Voies. Donc on est vraiment chez nous, puisque c'est au Puech, à côté d'ici, qu'ont lieu les cerfs du Relais des Voies. Vous allez pouvoir vous reposer et fermer vos yeux, parce que Monsieur Bellé va vous présenter les cerfs du Lot des Voies sans diapositive. Donc, c'est un moment de repos aussi pour nos yeux. Merci. Donc, bonjour, Éric Bellé. Donc, je suis horticulteur sur la commune du Puech et aussi horticulteur, on a été sur la commune de Lodève. Donc, on utilise la géothermie, la ressource géothermique locale depuis 1975. Sur la commune de Lodève, il est chauffé 10 000 m² de serre. Sur la commune du Puech, 13 000 m². Sur la commune de Lodève, donc on a de l'eau à 28 degrés. Et sur la commune du Puech, on a de l'eau à 52 degrés. Voilà. Donc, nous sommes sur des forages qui sont à un peu plus de 100 mètres sur la commune de Lodève et un forage qui est aux alentours de 200 mètres sur la commune du Puech. Donc, on est soumis à un arrêté préfectoral. Donc, on est sous autorisation avec donc c'est un permis qui est renouvelable tous les 15 ans. On est suivi par un bureau d'études de Montpellier, par Antea, qui s'occupe de faire respecter le cahier des charges que nous avons sur le permis, c'est-à-dire les analyses physico-chimiques de l'eau. On rejette dans le milieu naturel. Voilà. Donc c'est un système qui fonctionne, comme je vous le dis, depuis 40 ans. Donc on fait pousser des plantes. Les fourrages sont artésiens. Et on travaille quand on a besoin sur le Puech, quand on a besoin d'un peu plus d'énergie, on travaille en airlift. Voilà, donc en airlift, c'est-à-dire qu'on injecte de l'air dans le forage pour faire remonter l'eau. Voilà. Dans les circuits, sur le circuit sur Lodève, c'est un circuit ouvert, c'est-à-dire que l'eau est pompée et rejetée directement. Et sur le Puech, comme l'eau est plus chaude, c'est semi-fermé ou semi-ouvert comme vous voulez, c'est-à-dire qu'on récupère. Donc il y a deux. On va dire il y a deux blocs de serre, donc il y a un bloc de serre où l'eau est récupérée, et ensuite cette eau qui est rejetée à peu près à 36 degrés est reprise par une pompe pour chauffer l'autre bloc à 35-36 degrés. On n'a pas de pack là-dessus, non. Voilà, alors le système est très très simple. En fait, ce sont donc l'eau passe dans des poches plastiques qui sont au sol. On change entre 25 et 30 km de poches plastiques par an. Les plantes sont posées là-dessus parce qu'on cultive en hors-sol. Et donc ça crée un paillage radiant au niveau de la plante. On n'a pas d'appoint de chaleur au niveau ambiant. On travaille vraiment sur la température comme ça. On fait pousser des plantes qui demandent beaucoup d'énergie. Pour donner une idée, c'est-à-dire que à peu près, on pourrait dire que si on consommerait, si on utilisait du gaz ou du fioul pour faire les plantes que l'on fait actuellement qui demandent beaucoup d'énergie, on consommerait à peu près entre 10 et 12 euros du mètre carré de fioul ou de gaz, si je compare avec les collègues. Aujourd'hui, on est à peu près aux alentours de 2,50 €, 3 € du mètre carré.
et je prends la consommation d'énergie totale du site, quoi, d'électricité, hein, là-dedans, quoi. Je fais pas la différence entre les pompes, les compresseurs et tout le reste. Voilà. Monsieur Lazare va présenter très rapidement, 5 minutes, pas plus, l'internat du lycée Jules Guesde qui va ouvrir ses portes pour la visite, mais qu'en 2021, à cause des problèmes sanitaires, ils ont reporté à l'année prochaine. Est-ce que vous pourrez le présenter en 5 minutes, pas plus? Ça va être possible? C'est pas évident, hein? Ah bah, ça va. Donc non, étant basé sur Toulouse, on a essentiellement des installations, donc une centaine d'installations tertiaires qui sont visitables sur Toulouse. Hein. Donc si vous voulez venir sur Toulouse, elles sont toutes visitables parce que l'essentiel, on a la maintenance, on a les clés, donc on peut organiser ça très facilement. On nous a demandé de proposer une installation sur la région. Donc on en a fait qu'une parce que bon, forcément c'est plus loin de chez nous. Donc c'est l'internat du lycée Jules Guesde. Donc c'est la région le maître d'ouvrage. Le bureau d'études c'est Betso qui sont assez compétents sur ces sujets de géothermie, et c'est Bioénergie Diffusion qui a fait l'installation. En quelques mots, c'est un bâtiment qui fait à peu près 5000 m², donc c'est une résidence étudiante, hein, c'est un internat. C'est à peu près 5000 m² sur 4 niveaux, donc 3 R+3, 112 chambres, et l'essentiel, c'est des chambres doubles. On a eu une très bonne surprise en suivant les performances énergétiques, parce que c'est un bâtiment qui a une forme très compacte, hein, c'est quasiment un cube, une excellente isolation thermique, avec de la mousse projetée au sol, l'isolation par extérieur, une toiture photovoltaïque qui a tendance à chauffer un peu par en dessous le toit, donc peu de déperdition par le toit aussi. Très forte inertie avec des gros murs en béton, etc. Très peu de fuite d'air, hein, donc bien mieux que les normes actuelles. Tout ça fait que on a installé donc c'est pas beaucoup, hein, donc 70 kW de pompe à chaleur, hein, donc pour 5000 m², vous voyez, c'est pas des ratios très importants. Comme les études montraient que ça suffisait pas, ça a été aussi branché sur une chaudière du lycée qui était à côté, donc en appoint, donc on avait la possibilité de faire de l'appoint avec la chaudière, et tout chauffé par plancher chauffant, donc à très basse température avec des très bons corps. Donc le bilan des consommations, alors c'est pas moi qui ai fait le suivi du bâtiment parce que on est trop loin là, donc mais j'ai récupéré les infos de Betso là. Donc le constat c'est que après 2 ans là, on s'est aperçu qu'on était surdimensionné au niveau des packs, donc on a déconnecté la pointe chaudière, il ne sert plus la pointe chaudière, c'est-à-dire que même s'il y avait une PAC en panne, on pourrait assurer 100% des besoins. Hein, donc ça veut dire qu'avec à peu près 35 kW, on chauffe 5000 m². Il y a eu quand même quelques jours assez froids depuis 2 ans, pas souvent, mais il y a eu quelques jours assez froids depuis 2 ans, donc ça c'est assez intéressant. On a moins de 7 watts par mètre carré de besoin de chauffage à température de base. Hein, c'est vraiment très très faible. Et on a une consommation d'énergie à l'année qui est absolument ridiculeste. Hein. Donc on est à peu près à 0,35 € par an et par mètre carré pour faire chauffage et rafraîchissement, ce qui pour nous est de loin un record. Hein. Donc c'est aussi la qualité du contribué. La qualité du bâtiment y a fortement contribué. On travaille à très très basse température parce qu'on a peu de besoins thermiques, donc on peut travailler à très très basse température sur la PAC. On a un sol relativement chaud parce qu'on a Montpellier, on a plutôt des sols à 17-18 degrés, donc sol chaud, très basse température sur l'émission, très bonne pompe à chaleur, tout ça, c'est très bon bâtiment. Et on est vraiment dans le cas idéal avec des performances absolument fabuleuses. Voilà. Merci beaucoup. Alors, voilà. Bah, c'est simplement qu'on s'est rendu compte que les lycées étaient la cible de la région, puisque après Montpellier, il y a Gignac, le lycée chauffé à la géothermie, le gymnase du lycée est en projet, et le permis a été accepté pour le gymnase. La région est maître d'ouvrage délégué pour le compte de la commune. Voilà, et ben Betso encore là a dimensionné la PAC. C'est tout. Et parce que je sais que vous n'avez pas envie de traîner là-dessus trop tard, et j'ai une autre diapo à montrer. C'est au niveau, donc on est VPPN qui veut dire juste quelque chose, un petit message. C'est sur l'acceptabilité sociale de la géothermie. On a l'exemple de la nouvelle gare de Montpellier, son enveloppe urbaine, un projet encore, c'est pas encore réalisé, et donc la 11 bis. Il va vous montrer la 11 bis. C'est l'enquête publique. C'est simplement un extrait que je vous montre. Non, un extrait du rapport du commissaire enquêteur. C'est
à mon avis, très important. C'est un aspect qu'on n'en a pas parlé encore aujourd'hui. L'enquête publique a été faite régulièrement. Elle aurait pu interpeller à minima, s'il l'avait souhaité, le milieu associatif local. Car le milieu associatif est en principe très attentif aux publicités d'enquête dans les journaux. Il est probable que le seul titre énergie géothermique, ainsi que leur connaissance de la volonté de la métropole montpelliéraine à s'engager de manière concrète dans le développement durable, ne les ait pas incités à se manifester. Les associations de défense de l'environnement étant manifestement favorables à ce type de production d'énergie. C'est très important pour les élus. Ils ne vont pas avoir trop de problèmes quand ils vont voir à faire des projets géothermiques. Alors que pour d'autres projets, il y en a beaucoup. En conclusion, on peut raisonnablement penser que l'absence de participation du public à cette enquête est une acceptation de fait par celui-ci de ce type d'énergie renouvelable. Voilà pour terminer. Écoutez, on l'a trouvée par hasard, cette enquête publique. Elle nous a interpellés. Quand on fait de l'usage direct, donc on n'utilise pas de pompe à chaleur. Donc ici à Montpellier, ça ne se fera pas. Parce qu'il n'y a pas de ressources, en fait, elle est trop profonde et c'est trop cher à aller chercher. Mais on a le bassin aquitaine, on a le bassin parisien, on a l'Alsace, il y a quelques bassins comme ça où en fait on peut forer à Paris, il fore à 2-3 km. Et en fait, ils ont de l'eau à 70 degrés, 80 degrés, et on fait des réseaux de chaleur. Et en fait, donc il y a, en surface, il n'y a rien, il y a un petit bâtiment qui fait office de chaufferie, qui n'a pas de pack à l'intérieur. Et après, c'est un réseau de chaleur enterré. Là, il y a une enquête publique, évidemment, puisqu'on est au-delà des 500 kW, et bien sûr, on chauffe, voilà. Et là, essentiellement, il n'y a pas de retour sur les problématiques de flotte, parce qu'en fait, la nappe qu'on va chercher, elle est extrêmement corrosive. Et donc, du coup, en fait, c'est pas savoir si on va changer les effets physico-chimiques de l'eau. En fait, c'est plutôt, ça vient attaquer tous les éléments. L'enquête publique, elle porte surtout, et toutes les négociations qu'il y a d'acceptabilité, elle est surtout sur la partie forage elle-même, sur la nuisance qu'il va y avoir. Au moment des travaux. Au moment des travaux, parce qu'en fait, les travaux, là, durent à peu près d'abord, il faut, une foreuse, ça n'existe pas en tant que tel, il faut monter un atelier de forage, en dur. Ça dure déjà à peu près 3-4 mois. Ensuite, il y a entre 6 mois et 1 an de forage, qui doit tourner H24. Il ne peut pas s'arrêter, parce qu'un forage dans ces profondeurs-là ne peut pas s'arrêter. Donc du coup, il travaille la nuit, nuisance. Et donc du coup, il faut traiter ces problèmes-là, faire des réunions, expliquer aux gens ce que c'est, qu'il va y avoir effectivement 1 an de travail. Il y a des murs anti-bruit, mais c'est pas sur le sous-sol. C'est pas étonnant que vous ayez rien eu sur la partie sous-sol. D'accord.